Bonjour et bienvenue à la première séance des rendez-vous de la géopolitique de l'année 2020 avec l'excellent Fabrice Ravel. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui conjugue des références historiques récurrentes en début d'année, des réflexions sur des modèles étatiques et de la prospective. En effet, l'Empire d'Autriche, puis d'Autriche-Hongrie, aussi appelé l'Empire des Habsbourg, du 19e et du début du 20e siècle, revient dans les esprits en début de janvier avec le traditionnel concert du Nouvel An dans la célèbre salle du Musikverein de Vienne. Il flotte alors, comme presque porté par un air de valse, les images tutélaires de François-Joseph et d'Élisabeth, la fameuse Sissi, et des ombres portées par le palais de la Hofburg ou du Burgtor, et au loin, la cathédrale Saint-Étienne et la silhouette du château de Schönbrunn. Vienne vient d'être consacrée pour la 10e année consécutive ville avec la meilleure qualité de vie par le cabinet américain Mercer dans un classement qui repose sur des critères tels que le taux de criminalité, la stabilité politique et la qualité des services publics. Il est alors facile d'imaginer que l'empire austro-hongrois des Habsbourg, qui fut magnifié après la Seconde Guerre mondiale, pourrait y jouer également un certain rôle. Car on y associe non seulement une qualité de vie, mais également une diversité culturelle, une stabilité politique quasi intemporelle et un certain savoir-vivre. Et ceci est d'autant plus paradoxal que la chute austro-hongroise des Habsbourg paraissait presque inévitable en raison de sa construction très particulière à la fin de la Première Guerre mondiale en vue de l'essor des nationalismes et des États-nations. Afin de mieux comprendre ce paradoxe et de nous interroger sur ce que pourrait encore apporter à la géopolitique d'aujourd'hui l'Empire austro-hongrois, nous allons donc nous poser la question suivante. L'Empire austro-hongrois des Habsbourg est-il un modèle étatique définitivement relégué dans l'histoire ou peut-il encore servir de modèle de réflexion pour l'évolution des pays européens ? Bonjour Fabrice. Bonjour Angela, bonjour à toutes et à tous. Si l'on souhaite répondre à cette question, il convient d'abord de redécouvrir les territoires qui composaient l'Empire des Habsbourg et qui ont beaucoup évolué au fil du XIXe siècle. Et d'ailleurs, certains de nos éditeurs risquent d'être assez surpris par la diversité et la nature de ces territoires. Oui, vous avez totalement raison. Afin de répondre à cette question, et c'est vrai que j'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'on a volontairement voulu s'inscrire dans l'histoire et voir si on pouvait se projeter sur des perspectives et sur une dynamique au XXIe siècle, en 2020. Ce qui est assez intéressant à signifier d'emblée, c'est que c'est effectivement le territoire des Habsbourg, un territoire excessivement compliqué, surtout a fortiori si on s'inscrit dans une logique ou une perspective très française, avec les États, donc on sait bien qu'ils ont été très tôt centralisés, on peut même dire jacobins, parce que là, en fait, on est dans une configuration fédérale, confédérale, et d'ailleurs, pour peut-être une précision d'emblée, pour nos auditeurs, j'attire leur attention sur le fait qu'on a choisi une période très particulière, le 19e siècle et le 20e siècle. Donc c'est une première délimitation. Et puis une deuxième délimitation qui serait liée aussi au choix de la famille des Habsbourg, parce que les Habsbourg, c'est les Habsbourg d'Autriche, mais c'est aussi les Habsbourg d'Espagne. Donc si on était parti sur l'histoire des Habsbourg pratiquement du Xe siècle jusqu'au début du XXe siècle, ça nous aurait fait appréhender une période beaucoup trop longue et en termes de territoire et en termes de chronologie. Et d'ailleurs, quand on observe l'ouvrage de Jean Béranger, qui est un professeur à la Sorbonne, qui a fait un magnifique livre, L'histoire des Habsbourg, 1273-1918. J'invite tous ceux que cette histoire intéresserait à aller le lire, parce qu'il est remarquablement écrit. On se rend bien compte que là, on est vraiment sur toute l'Europe. Alors, si on revient à notre sujet, il convient quand même d'attirer l'attention sur à quoi ressemblerait l'Autriche-Hongrie. On peut peut-être d'ailleurs le voir sur la carte. Et on se rend compte, si on prend la déclinaison avec l'intitulé de nos pays actuels, qu'il y aurait beaucoup d'États indépendants aujourd'hui qui se retrouveraient en fait au sein de l'Empire austro-hongrois ou de l'Empire des Habsbourg. Alors bien sûr, on a l'Autriche, ça on s'y attend spontanément, on a la Hongrie, mais on aurait aussi la République tchèque,
on aurait la Slovaquie, on aurait la Croatie, on aurait la Bosnie, et on aurait aussi une partie de la Pologne et une partie de la Roumanie actuelle, sans oublier un certain nombre d'étoiles italiens, si on considère la Lombardie-Vénétie avant 1848 et avant l'unité italienne de 1860. Ça a une première conséquence très importante, Angela, si vous me permettez, c'est que le nombre de nationalités et de civilisations qui sont à l'intérieur de cet empire sont très importantes. On peut au moins en déceler une dizaine. Donc bien sûr, on aurait les populations de langue allemande, ce qui d'ailleurs va amener une histoire assez complexe dans les relations qu'il y a avec les autres États allemands qui n'étaient pas au sein de l'Empire des Habsbourg. Il y a bien sûr les Hongrois, mais il y aurait les Tchèques, il y aurait les Slovaques, il y aurait les Bosniens, il y aurait les Croates, il y aurait une partie d'Italiens et d'Ukrainiens, et aussi de Polonais, et pardon si je n'oubliais, sans oublier qu'à cette mixité linguistique, on aurait aussi une très grande mixité d'un point de vue religieux, bien sûr catholique, mais protestante, orthodoxe, musulmane et de confession juive. Donc on voit bien que là, on a affaire à un assemblage très très particulier. Et d'ailleurs, Jean Béranger ne s'y trompe pas, parce que quand il évoque, notamment dans sa 4e grande partie, l'histoire de l'Empire des Habsbourg, il a une dénomination que je trouve assez juste. En fait, il a l'Empire multinational. Et je trouve que le terme ou l'intitulé est très intéressant et nous montre déjà sur quel cas vraiment atypique on est en train de se projeter. Fabrice, après avoir retracé les différents territoires qui composaient l'Empire austro-hongrois des Habsbourg, dans toute leur pluralité linguistique, culturelle, voire civilisationnelle, regardons maintenant la construction politique de cet empire, car elle était très spécifique et en quelque sorte contraire à la dynamique prépondérante à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui favorisait plutôt la construction d'un État national et d'un État-nation. Ça, c'est très juste. Et là, il y a un immense paradoxe parce que la dynamique telle que vous l'évoquez est très très importante pour comprendre le sujet qu'on souhaite aborder aujourd'hui. Parce que ce qui est assez paradoxal avec l'Empire austro-hongrois, c'est qu'il est totalement décalé, atypique. À l'époque, on a même pensé d'ailleurs dépasser, ça on va y revenir parce que c'est un terme clé sur le sujet, parce qu'en même temps que cet empire existe, il est confronté, on le voit bien avec les révolutions européennes, 1848, le printemps des peuples, très basé sur des logiques de nation, et la révolution en Belgique en 1830, et puis il y a les révolutions justement sur toute l'Europe centrale et sur l'Europe balkanique dans les années 1848. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà un premier décalage, et il y a aussi un décalage avec le fait qu'on considère qu'à l'avenir, les futurs États doivent plus se regrouper sur des logiques de linguistique unique ou de nationalité unique. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que l'Empire austro-hongrois va réussir quand même à se réformer au XIXe siècle. Et ça, c'est un point important par rapport à notre problématique, parce que la question qu'il va falloir se poser, c'est sa mort était-elle inexorable ou pas? Donc, est-il dépassé ou pas aujourd'hui? Et il y a un double mouvement, ça c'est assez important à comprendre, qui est contigu. D'abord, il y a plutôt un mouvement d'un pouvoir, d'une monarchie relativement absolue. Quand François-Joseph, qui est donc né le 18 août 1830, prend le pouvoir à 18 ans, justement suite à l'ensemble des révolutions de 1848, il est encore dans une logique de pouvoir relativement absolu, avec un pouvoir politique qui est peu partagé. Et au fur et à mesure où le règne va évoluer, on va avoir une évolution, alors peut-être pas vers une démocratisation au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais vers un parlementarisme. Et ça se comprend d'autant plus que ce parlementarisme va s'ancrer aussi sur le fait qu'on va donner des autonomies ou des pouvoirs de plus en plus importants à un certain nombre de populations au sein de l'Empire austro-hongrois. Je pense notamment aux Hongrois. Et là, il y a une césure qui est très importante à avoir à l'esprit. C'est les accords trouvés avec la population hongroise qui va amener à la grande réforme de 1867, puisqu'on a pratiquement une diarchie avec François-Joseph qui reste empereur d'Autriche, mais qui devient roi de Hongrie. Donc en fait, c'est bien ça qui fait qu'on a un peu de mal dans notre intitulé, si vous me permettez, Angela, parce que c'est l'Empire autrichien qui devient l'Empire austro-hongrois déjà au sein du XIXe siècle. C'est pour ça qu'on a l'habitude de parler de l'Empire des Habsbourg. Là, c'est la guerre contre la Prusse en 1866 qui amène un très grand choc au sein de cet empire. Et donc, en fait, on a éprouvé le besoin que de donner un peu plus de liberté ou d'amplitude à différentes populations. Ce qui est très intéressant à souligner, si vous me permettez, Angela, et qui est peu connu, c'est que, en fait, les principaux blocages que vont connaître l'Empire austro-hongrois à partir des années 1870 vont moins être le fait de François-Joseph et des Autrichiens que des Hongrois. Car ça, c'est un paradoxe assez classique en politique. Maintenant que les Hongrois ont une autonomie et un pouvoir politique,
il refuse que d'autres minorités, je pense notamment aux Tchèques ou aux Slovaques, puissent accéder à ces mêmes pouvoirs. Et les projets de réforme vont très souvent être bloqués en réalité par les Hongrois. D'ailleurs, quand on prend un ouvrage de Jean-Paul Bled, qui est à mon sens l'un des plus grands spécialistes, professeur émérite à la Sorbonne de l'Europe centrale et notamment de l'histoire de l'Autriche-Hongrie, il a écrit une biographie sur l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, et on se rend bien compte que l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, qui est censé être le successeur de François-Joseph après alors le suicide, on va dire, de Rodolphe, il cherche déjà à faire des logiques de réforme, mais on voit bien que ça coince, et que ça coince notamment avec les Hongrois, et c'est très intéressant par rapport à la question telle qu'on va la prolonger par la suite. Doit-on donc considérer, Fabrice, qu'en raison de sa construction étatique très spécifique et de son incapacité à s'inscrire dans la logique géopolitique de la fin du XIXe et début du XXe siècle, la chute et la destruction de l'empire austro-hongrois des Habsbourg étaient inévitables? Dans quel cas son étude n'aurait pas beaucoup d'utilité pour la géopolitique contemporaine? Mais dans le cas contraire, cela pourrait ouvrir des perspectives. Alors là, on se rapproche du cœur de notre sujet. Et c'est d'autant plus intéressant la question que vous soulevez, Angela, que pendant très longtemps, on a effectivement considéré que le déclin de l'Empire austro-hongrois d'abord, puis la chute et la fin de l'Empire austro-hongrois étaient inexorables. En particulier en France, et ce n'est pas totalement neutre comme je vais être amené à l'expliquer par la suite. En réalité, c'est une grille de lecture d'ailleurs qui s'est prolongée après la Première Guerre mondiale, mais qui a très rapidement trouvé des contradicteurs et qui finalement s'est trouvé assez remise en cause pour qu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, on en arrive pratiquement à une interprétation différente. Il y a un premier axe qui est intéressant, c'est l'axe de l'armée austro-hongroise en particulier, parce qu'au début de la Première Guerre mondiale, beaucoup d'observateurs pensaient que sur un conflit prolongé, et en plus on n'avait pas du tout anticipé le fait qu'on ait un conflit de 4 ans dans des souffrances et un nombre de victimes aussi important qu'en 14-18, beaucoup pensaient que de par l'hétérogénéité de son armée, avec la multitude de citoyens, notamment d'origine slave, il y aurait en fait une implosion de l'Empire austro-hongrois parce que les régiments ou les unités slaves iraient en réalité en rébellion ou se rapprocheraient de la Russie avec laquelle l'Autriche-Hongrie était en guerre. Et ce qui a beaucoup surpris, Angela, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Ce qui est assez intéressant quand on prend d'ailleurs des auteurs contemporains de l'Empire austro-hongrois d'ailleurs, il n'avait de cesse d'attirer l'attention des observateurs, de dire que ce qui était extraordinaire le jour du 18 août, qui était le jour anniversaire de François-Joseph, c'est qu'on soit allemand, qu'on soit hongrois, qu'on soit juif ou qu'on soit orthodoxe, tout le monde se levait sur l'hymne de l'empereur, bien sûr créé par le célèbre compositeur Haydn, et qui était censé célébrer l'Autriche-Hongrie. Donc ce qui est très intéressant, c'est que l'armée austro-hongroise tient et va tenir très très longtemps, en fait jusqu'en 1918. Si on veut en être convaincu, on pourrait lire un premier ouvrage de Max Chiavion. C'est assez intéressant parce que c'est aux éditions Soteka 14-18. C'est une édition qui est spécialisée sur les guerres 14-18. Son ouvrage s'appelle L'Autriche-Hongrie dans la Première Guerre mondiale, la fin d'un empire. Mais on voit bien que les unités austro-hongroises tiennent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un officier français, alors plus récemment, diplômé de Saint-Cyr, spécialiste des questions militaires, qui a écrit un ouvrage sur l'armée austro-hongroise 1867-1918. C'est un ouvrage qui est très très dense, qui est très conséquent, écrit donc par Henri Ortolan, c'est passionnant, et il montre bien qu'en réalité il y a une unité, notamment dans les corps de sous-officiers et d'officiers, qui transcende totalement les logiques nationales, et qui montre qu'en fait l'Empire austro-hongrois avait réussi à amalgamer autour de lui, et ça c'est très important par rapport à notre question, des nationalités très différentes. Et ça, c'est pour la question de l'armée. Et l'armée était évidemment, d'un point de vue sociétal dans l'Empire des Habsbourg, un aspect social très important. Mais il y a plus intéressant, il y a un ouvrage qui avait été écrit par François Fechtot, qui est bien connu d'ailleurs en 1988, qui s'appelait Requiem pour un empire défunt, et le titre est déjà révélateur. Parce que s'il y a un requiem, c'est presque qu'il y a une sorte non seulement de nostalgie, mais de regret. Et dans son ouvrage Requiem pour un empire défunt, histoire de la destruction de l'empire austro-hongrois, François Fechtot va très loin parce qu'il dit que non seulement il n'y avait pas de logique inexorable qui devait amener à la destruction
dans l'Empire austro-hongrois, mais qu'en fait, c'est des forces extérieures qui ont détruit l'Empire austro-hongrois, de deux sortes d'ailleurs. D'abord les nationalistes, et on voit bien le rôle du président Beneš, qui va être le premier président de la République tchèque, des Tchèques et des Slovaques. Et puis ensuite le rôle de la France, notamment à travers le traité de Saint-Germain-en-Laye, qui a vraiment voulu la destruction de l'Empire des Habsbourg, parce que, en fait, c'était l'ennemi héréditaire. Ça, c'est très peu appris en France, mais quand les Habsbourg conjuguaient les territoires autrichiens et espagnols, avec en plus le Benelux, la France finalement se trouvait enserrée, et ça nous ramène aux guerres avec François Ier, ça nous ramène à Eugène de Savoie, ça nous ramène au fait que Louis XVI s'était marié à l'Autrichienne parce qu'on essayait d'avoir la paix. Et en fait, la vraie adversité sur le continent européen, elle est, Angela, c'est peu su, entre l'Empire des Habsbourg et la France. Donc en fait, Clémenceau aurait eu un rôle en particulier assez important pour détruire un empire dont objectivement, on y reviendra sur la question suivante, il n'y avait pas de véritable raison de le détruire, a fortiori quand on se rappelle que l'Allemagne à l'époque n'avait que 40 ans d'histoire. Donc s'il y avait un empire qui avait moins d'antériorité historique, paradoxalement, c'était plutôt l'empire allemand et pas l'empire austro-hongrois. Donc avec le recul, beaucoup d'observateurs, que ce soit sur des questions militaires ou des questions politiques, s'accordent à dire que ce n'était pas du tout évident. Et pour revenir à un dernier ouvrage écrit par Jean-Paul Bled, Agonie d'une monarchie, l'histoire de l'Autriche-Hongrie de 1914 à 1920, on voit bien, c'est un livre extraordinaire, il y mêle les dimensions politiques, il montre la vie de Charles, qui est donc le dernier empereur qui va succéder à François-Joseph en 1916, qui fait des efforts désespérés pour essayer de revenir à la paix, parce qu'il est convaincu que d'abord c'est une boucherie, et que l'avenir des Balkans et de l'Empire austro-hongrois ne pourra arriver que dans la paix. Et on voit bien que les deux antagonistes qui finalement le gênent le plus, c'est notamment les Français qui sont assez peu preneurs d'une paix avec l'Autriche-Hongrie, mais l'ensemble des nationalités qui, bien sûr, se réveillent de plus en plus avec l'épreuve de la guerre et qui finissent effectivement là par travailler contre l'Empire austro-hongrois. Donc ça, c'est très important par rapport à notre problématique, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y avait rien d'évident, et surtout, ça c'est un premier enseignement, mais il y a un deuxième enseignement, c'est que la fin de l'Empire austro-hongrois ou la dislocation de l'Empire austro-hongrois va créer des catastrophes qui n'ont pas été anticipées, parce que si elles avaient été anticipées, je pense que beaucoup d'observateurs, ou surtout d'acteurs politiques, auraient empêché qu'ils disparaissent. Et cette grille de lecture, Fabrice, paraît d'autant plus judicieuse que l'évolution des pays d'Europe centrale et orientale, et même des Balkans dans les années 1920 et 1930, ont conduit à une réévaluation du rôle qu'aurait pu être amené à jouer l'Empire austro-hongrois dans les relations internationales, géopolitiques de cette époque. Et ceci est déjà un premier aspect qui nous fournit un enseignement très, très riche de l'Empire austro-hongrois pour la géopolitique contemporaine. Alors ça, c'est très très important, là, parce qu'en plus, ça va nous ramener aux heures peut-être les plus sombres de l'histoire européenne, puisque c'est la montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Mais en plus, ça va mettre en évidence un contresens majeur dont je suis intimement convaincu qu'on ne se souvient pas aujourd'hui assez en 2020 et qu'il faudrait absolument qu'on évite de le répéter au Proche et au Moyen-Orient. De quoi s'agit-il ? Afin de bien comprendre la catastrophe qu'a été la disparition de l'Empire austro-hongrois, il est nécessaire de se reprojeter deux cartes. La carte des frontières de l'Europe en 1914, qui à mon avis va être assez déconcertante pour la plupart de nos auditeurs, et puis la carte de l'Europe en 1920. Et quand on regarde ces deux cartes, il y a deux choses qui apparaissent de façon ostensible ou manifeste. La première, c'est qu'en 1914, finalement, si on considère que l'Europe centrale ou orientale, on a trois grands empires. On a l'Empire russe, on a l'Empire allemand, qui va d'ailleurs d'une partie de la Pologne actuelle jusqu'à l'Alsace-Lorraine, y compris l'Alsace-Lorraine aujourd'hui, et puis on a l'Empire austro-hongrois qu'on a décrit dans nos questions précédentes. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça, Angela ? Parce qu'en fait, finalement, entre 1870 et 1914, on n'a plus de guerre en Europe. Et pourquoi on n'a plus de guerre en Europe ? Parce qu'on a trois empires qui se neutralisent l'un l'autre. Et on arrive à la fameuse théorie qui me paraît fondamentale en géopolitique, de l'équilibre dans le rapport de force. Ça, c'est des choses sur lesquelles on avait déjà eu l'occasion de venir, mais ce qui fait les paix, et ça me paraît fondamental à se rappeler en 2020, c'est pas toujours les bonnes intentions, c'est pas forcément les démarches pacifistes, mais c'est l'équilibre dans le rapport de force. Or, l'Empire russe est stoppé par l'Empire allemand
et l'Empire austro-hongrois, on le voit bien sur la carte de 1914, mais l'Empire allemand, lui, est contingenté par l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois, et quant à l'Empire austro-hongrois, il est lui-même limité par l'Empire allemand et l'Empire russe. Donc c'est très important à avoir à l'esprit. Parce que maintenant, si on vient sur la carte de 1920, Keynes l'a dit lui-même. Il a dit c'est la carte qui créera la future guerre mondiale. Cette carte est en termes de géopolitique, on peut presque le dire, le mot est fort, une aberration. Parce qu'en fait, d'abord, on fait exploser d'ailleurs l'Autriche-Hongrie, qu'elle seule. Si on regarde bien d'ailleurs, l'Allemagne va souffrir, mais paradoxalement, l'Allemagne souffre très peu par rapport à son territoire. Elle reste une entité territoriale. Oui, il y a un morceau qui lui est pris sur sa frange orientale qui va permettre de recréer la Pologne, d'accord, notamment avec les Silésies. Ça va d'ailleurs contribuer à faire l'erreur de séparer la Prusse orientale de l'époque avec l'Allemagne. Oui, on va redonner l'Alsace-Lorraine à la France, mais l'Allemagne garde toute son entité. Donc quelle est la seule puissance qui finalement est très très forte dans la région ? Angela, mais c'est l'Allemagne. Face à ça, l'Autriche-Hongrie implose totalement. Je demande à nos étudiants de bien entendre le fait que l'Autriche et la Hongrie ont été des pays dont le destin a été lié pendant 10 siècles. Otto de Habsbourg, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était le dernier descendant, impliqué dans la dynastie qui a géré cet empire, disait avec beaucoup d'humour, quand on évoquait un match de foot entre l'Autriche et la Hongrie, il disait « Autriche-Hongrie, contre qui on joue ?» En fait, on a fait exploser un empire qui avait une continuité territoriale. C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas peut-être assez insisté la fois précédente, mais ce qui est extraordinaire, c'est que oui, il y a une dizaine de nationalités, mais sur un empire qui a une vraie continuité territoriale. Or là, quand on regarde la carte de 1920, on sépare l'Autriche et la Hongrie, on crée une Yougoslavie sur des bases nationales, Angela, pour y faire vivre des Serbes et des Croates. On verra formidablement ce que ça va donner par la suite, car je rappelle que les Serbes et les Croates vont presque plus se combattre pendant la Seconde Guerre mondiale que combattre les occupants allemands. On va dissocier la Roumanie. Enfin bref, on va créer une multitude d'États, mais ostensiblement, ce qui nous apparaît sur la carte, c'est que ces États sont très jeunes. La Tchécoslovaquie, par exemple, en 1938, lors des fameux accords de Munich, n'a pas 20 ans. Donc c'est des États qui vont être très fragiles. Parce qu'en plus, on les a reconstruits sur des bases nationales, dans lesquelles il y aura des minorités allemandes, et dans lesquelles, en réalité, il n'y a pas vraiment de solidarité nationale. Et d'ailleurs, malheureusement, la conclusion est très cruelle, puisque je rappelle que la Tchécoslovaquie, une fois libre et échappée du bloc soviétique, choisira de se scinder en deux avec la République tchèque et la Slovaquie le 1er janvier 1993. Donc en fait, on a là un affaiblissement de l'équilibre, mais ce qui est beaucoup plus interpellant aussi sur cette question, alors évidemment c'est facile à dire avec le recul, c'est que l'empereur Charles a 2 fois tenté de reprendre le pouvoir sur la Hongrie, c'est assez célèbre, hein. Il a été d'ailleurs principalement empêché par le régent, l'amiral Horthy, qui soi-disant gouvernait au nom des Habsbourg, mais a tout fait pour empêcher que Charles redirige la Hongrie. Seulement on peut légitimement s'interroger sur le fait de savoir si le plus grand blocage au nazisme n'aurait pas été le retour de la monarchie des Habsbourg en Europe centrale, parce qu'on voit bien que là, toutes les tentations, les pulsions nationalistes auraient été bloquées. Et à la lecture de ce qu'on est en train de dire, on se rend compte quand même que la destruction de l'Empire austro-hongrois a été une catastrophe majeure, parce qu'elle a permis tous les excès qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale, et que le maintien de l'Empire austro-hongrois aurait certainement permis une assise de l'équilibre européen beaucoup plus importante. Ça, c'est une vraie première leçon, Angela, c'est sûr. Et au-delà de cette première source d'enseignement, Fabrice, vous considérez que l'Empire austro-hongrois pourra mettre en évidence d'autres logiques dans la géopolitique du XXIe siècle et qui concernent notamment la construction des États, surtout en Europe, et puis aussi le futur projet de la construction européenne dans son ensemble. Alors c'est ça que je trouve passionnant, et c'est la question à mon avis qui donne tout son sens à la problématique, telle qu'elle a peut-être dû un peu désarçonner nos auditeurs au départ, mais qui me paraît très contemporaine et très actuelle. Parce qu'à une époque, en 2020, sur une nouvelle décennie, où on sent bien qu'il y a une tentation de repli sur soi et de recroquevillement, il y a bien la perspective du Brexit, mais pas seulement en fait, où on a des tendances nationalistes très ancrées, où le nationalisme, où l'État-nation semble être la dernière vertu cardinale. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite, c'est qu'en plus, les Américains et Woodrow Wilson, quand ils vont venir pour faire les traités de paix, pensent que parce qu'on va faire des États-nations, on va éviter les guerres. C'est assez intéressant quand on voit la suite. Parce qu'on se dit, bon, si à chaque État ou à chaque peuple on donne un État, finalement il n'y aura plus de querelle parce que chacun sera libre dans son État. On avait un peu une grille de lecture de l'Autriche-Hongrie qui était la prison des peuples, si vous me permettez. Et donc il fallait recréer une Pologne, créer une Tchécoslovaquie. Avec le recul,
on se rend bien compte de tout le danger qu'a amené le nationalisme, surtout dans les années 30 et les années 40 en Allemagne. Donc c'est là où l'Autriche-Hongrie est assez intéressante, parce que c'était un État fédéral. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout de repartir sur une logique dynastique ou impériale. Enfin, je veux dire, ça c'est encore une autre question. Ce qui est intéressant sur l'Empire austro-hongrois, c'est sa capacité, sa viabilité à faire vivre ensemble des peuples de cultures, de civilisations, de langues différentes. Et ça nous rappelle qu'en Europe, ça en France on a un peu de mal à s'en souvenir, l'État fédéral c'est pas quelque chose qui est étranger. Souvent quand on est en cours de sciences politiques ou quand on est en prospective en géopolitique, les étudiants, les observateurs me disent « Ah oui, non mais le fédéralisme, ça c'est bien mais c'est les Américains ». Mais non, l'Allemagne, Angela, vous le savez très bien, mieux que nous, l'Allemagne est un État fédéral, la Belgique est un État confédéral, la Suisse est un État confédéral. On a une vraie histoire du fédéralisme en Europe et l'Empire des Habsbourg montre qu'on peut très bien, parce que là, on pourrait remonter à une période antérieure à celle qu'on vient d'évoquer. Mais si on reprend en plus les liens de l'Empire des Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique, on a fait vivre ensemble des gens de langue allemande, de langue hongroise, de langue croate, de langue italienne, de langue française. Et donc, il y a un vrai modèle déjà existant en Europe qui, à mon sens, peut être le contrepoint ou le contre-argument et qui, d'ailleurs, met aussi en évidence le fait que l'Union européenne devrait réfléchir à une autre construction. Parce que là, il ne s'agit pas de faire uniquement le reproche aux États-nations, il s'agit de dire que peut-être la construction européenne n'a pas été appréhendée telle qu'on eût dû le faire. Car avec les évolutions politiques qu'on a évoquées au XIXe siècle, l'Empire des Habsbourg donnait de plus en plus d'autonomie à ces peuples. Et il était prévu qu'il aille encore beaucoup plus loin avant que la Première Guerre mondiale ne vienne à l'interrompre. Donc on pourrait très bien s'inspirer de ça. Moi je crois que c'est ça en termes de conclusion qu'il faut avoir à l'esprit pour peut-être reconstruire une Europe dans laquelle il y aurait beaucoup d'États à qui on laisserait un grand nombre d'initiatives, c'est le fédéralisme, un grand nombre de règles, mais qui seraient d'accord en commun sur un certain nombre d'objets, comme par exemple les affaires internationales, les questions militaires ou les questions de politique étrangère. Et c'est peut-être un peu une construction qui serait différente que de celle qu'on nous propose aujourd'hui, avec une harmonisation sur tous les produits, sur toutes les règles ou sur toutes les normes, mais qui finalement éloigne plus les Européens d'un projet européen, et j'ai presque envie de dire, à travers l'Empire des Habsbourg, de leur histoire. Je propose de finir notre séance sur cette perspective éclairante. Merci beaucoup Fabrice. Merci Angela. Merci à vous, à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette séance des rendez-vous de la géopolitique. Au revoir et à bientôt.